Mes chers lecteurs, la fin du monde s'impose à nos esprits contemporains avec une insistance qui ne saurait être ignorée par la psychanalyse. Cette question, qui pourrait sembler relever d'abord de la cosmologie, de la théologie ou de l'écologie, pénètre en vérité les couches les plus profondes de notre psychisme et réclame une attention particulière de la part de ceux qui s'intéressent aux formations de l'inconscient. Peut-être cette préoccupation apocalyptique n'est-elle pas tant le reflet d'une réalité extérieure menaçante que la projection sur l'écran du monde d'angoisses archaïques qui trouvent là un support où se déployer. Toujours est-il que, lorsque le sujet évoque spontanément la fin des temps durant la cure analytique, quelque chose de son rapport à la mort, à la castration, à l'effondrement narcissique se manifeste sous un déguisement collectif qui mérite d'être décrypté. L'analyste qui entend ces récits catastrophistes doit se garder de les prendre au pied de la lettre, comme s'il s'agissait simplement d'une inquiétude raisonnable face aux périls écologiques ou nucléaires. Car derrière ces scénarios de destruction universelle se cache souvent une économie psychique singulière, une organisation fantasmatique qui utilise la fin du monde comme signifiant privilégié pour dire quelque chose d'infiniment plus personnel. Dans le cadre de la pratique clinique quotidienne, on observe que les patients, qui évoquent avec le plus d'intensité l'apocalypse imminente, sont fréquemment ceux chez qui la structure narcissique présente des failles importantes. Ces sujets semblent projeter sur le cosmos entier leur propre menace d'effondrement interne, transformant ainsi une angoisse de morcellement en catastrophe planétaire. Il appert que cette externalisation permet une certaine mise à distance de l'horreur intime. Il est plus supportable d'imaginer la destruction du monde extérieur que d'affronter la désintégration de son propre monde intérieur. La fin du monde devient alors un objet transitionnel d'un genre particulier, une formation de compromis qui permet au sujet de penser l'impensable de sa propre finitude tout en le déplaçant sur un théâtre grandiose où il n'est plus seul à périr, mais accompagné de l'humanité entière, voire de la totalité du vivant. L'angoisse eschatologique présente des caractéristiques qui la rapprochent étrangement de certaines configurations psychotiques, sans pour autant que tous ceux qui la manifestent soient psychotiques. On retrouve dans les scénarios apocalyptiques cette dimension de persécution massive, cette certitude inébranlable d'un danger imminent, cette impossibilité de se représenter un après qui sont autant de traits qu'on observe dans le délire paranoïaque. Cependant, et c'est là toute la subtilité clinique, l'angoisse de fin du monde peut aussi bien survenir chez des sujets névrotiques qui trouvent dans cette thématique un moyen de figurer l'indicible de la mort ou la violence de leurs pulsions destructrices. Freud lui-même, dans ses considérations sur la guerre et la mort, avait relevé comment les grands traumatismes collectifs viennent réactiver les angoisses primitives et confrontent l'appareil psychique à l'insuffisance de ses défenses habituelles. La différence réside peut-être dans la capacité du sujet à maintenir une distance critique vis-à-vis de ses propres productions fantasmatiques, à reconnaître la part de construction subjective dans ce qui se présente d'abord comme perception objective d'une menace réelle. Les travaux de Melanie Klein sur les angoisses archaïques et la position schizoparanoïde nous offrent des outils précieux pour comprendre ce que représente psychiquement la fin du monde. Dans les stades les plus précoces du développement, le nourrisson vit dans un univers où les objets sont soit absolument bons, soit absolument mauvais, et où la destruction de l'objet mauvais équivaut à l'anéantissement du monde entier, puisque le monde n'existe alors que comme projection des états internes du sujet. L'angoisse catastrophique de ces premiers temps, cette terreur d'être envahi par le mauvais objet ou de voir le bon objet définitivement perdu, constitue peut-être le prototype
de ce que l'adulte éprouve lorsqu'il se représente la fin du monde. Ces angoisses primitives, lorsqu'elles n'ont pas été suffisamment élaborées au cours du développement, peuvent ressurgir à l'âge adulte sous des formes travesties. Et la thématique apocalyptique offre alors un habillage socialement acceptable à ces terreurs archaïques, qui, exposées crûment, révéleraient leur origine infantile et leur caractère irrationnel. Lacan, de son côté, nous invite à considérer la dimension symbolique de ces constructions imaginaires. La fin du monde n'est jamais la fin du réel, qui par définition persiste hors de toute représentation, mais bien la fin d'un monde symbolique, la déchirure du voile fantasmatique qui organise notre rapport à la réalité. C'est avec clarté que l'on peut constater que certains moments d'existence peuvent être vécus comme véritablement apocalyptiques. La mort d'un proche, une rupture amoureuse, la perte d'un idéal, non parce que le monde objectif cesserait d'exister, mais parce que l'univers de signification qui donnait sens à notre expérience s'effondre brutalement, nous laissant face à un réel insupportable. Dans cette perspective, l'angoisse de fin du monde serait moins le symptôme d'une pathologie individuelle que le signe d'une crise du symbolique, d'une défaillance des signifiants maîtres qui assuraient jusqu'alors la stabilité de notre réalité psychique. Les époques de grands bouleversements sociaux, de remise en question des valeurs établies, de dissolution des repères collectifs sont naturellement propices à la prolifération des fantasmes apocalyptiques, car elles confrontent les sujets à l'inconsistance du grand autre, à l'absence de garantie ultime qui révèle le caractère contingent et fragile de tout ordre symbolique. Or, il faut également considérer la dimension pulsionnelle de ces représentations catastrophistes. Freud a montré dans « Au-delà du principe de plaisir » l'existence d'une tendance fondamentale au retour à l'inanimé, ce qu'il a nommé la pulsion de mort. Cette force qui pousse le vivant vers sa propre extinction, qui cherche à réduire toute tension à zéro, trouve, dans les scénarios de fin du monde, une satisfaction fantasmatique particulière. Imaginer l'apocalypse, c'est en quelque sorte accomplir mentalement le travail de la pulsion de mort. C'est participer fantasmatiquement à ce mouvement de déliaison généralisée qui ramènerait toute chose à l'état inorganique. Mais paradoxalement, cette représentation même constitue aussi une défense contre l'action directe de la pulsion de mort sur le sujet lui-même. En projetant la destruction sur le monde entier, en la situant dans un futur hypothétique, le sujet se protège contre l'attraction du vide qui le menace de l'intérieur. La fin du monde comme fantasme serait donc à la fois expression de la pulsion de mort et tentative de la maîtriser en la symbolisant, en la mettant en scène sur un théâtre extérieur où elle peut être contemplée à distance relative. Les références bibliques à l'Apocalypse de Saint Jean jouent ici un rôle structurant dans l'imaginaire occidental. Ce texte fondateur a inscrit dans notre culture une certaine manière de se représenter la fin, avec ses signes avant-coureurs, ses cavaliers, ses catastrophes en chaîne, et surtout avec sa dimension de révélation. L'Apocalypse n'est pas seulement destruction, mais aussi dévoilement d'une vérité cachée, avènement d'un ordre nouveau après la purification par le feu. Cette dimension eschatologique chrétienne imprègne profondément, souvent à leur insu, les discours contemporains sur les crises écologiques ou sociales. On y retrouve la même structure narrative, la corruption progressive du monde, les signes annonciateurs que seuls quelques-uns savent interpréter, le châtiment inéluctable et parfois l'espoir d'une rédemption pour les justes. Cette matrice symbolique religieuse continue d'opérer même chez des sujets qui se pensent parfaitement laïques et rationnels, car elle s'est sédimentée dans les couches profondes de notre culture et fournit des schèmes de pensée préfabriqués pour organiser l'angoisse
face à l'incertain. Il serait cependant réducteur de ne voir dans l'angoisse apocalyptique qu'une pure construction fantasmatique sans rapport avec la réalité. Les menaces qui pèsent sur notre environnement, la possibilité technique d'une destruction nucléaire totale, les pandémies, constituent des dangers bien réels qui légitiment une certaine inquiétude. Le travail analytique ne consiste pas à nier ces réalités ou à les réduire à de simples projections subjectives, mais à distinguer dans le discours du patient ce qui relève d'une évaluation raisonnable des risques et ce qui appartient à sa problématique inconsciente personnelle. Un même événement objectif, disons une annonce scientifique sur le réchauffement climatique, sera investi de manière radicalement différente selon la structure psychique de chacun. L'obsessionnel y trouvera matière à élaborer des scénarios de contrôle et de prévention. L'hystérique y verra l'occasion d'une dramatisation émotionnelle. Le paranoïaque y déchiffrera la confirmation de ses théories sur le complot mondial, tandis que le dépressif y puisera la justification de son absence d'espoir et de désir. C'est précisément cette diversité des réponses subjectives à un même stimulus externe qui révèle la part de l'inconscient dans l'élaboration de l'angoisse eschatologique et qui en fait un objet légitime pour l'investigation psychanalytique. La question se pose alors de savoir comment interpréter, dans le cadre de la cure, ces productions apocalyptiques du patient. Faut-il y voir un simple déplacement qu'il conviendrait de ramener à sa source pulsionnelle véritable? Doit-on les considérer comme des formations défensives qu'il faudrait lever pour accéder au conflit sous-jacent? Ou bien ces représentations ont-elles une valeur propre? Constituent-elles une tentative d'élaboration qui mérite d'être respectée dans sa forme même? D'une part, il semble nécessaire de ne pas prendre ces discours au premier degré et de chercher ce qu'ils disent du sujet au-delà de leur contenu manifeste. D'autre part, une interprétation trop hâtive qui réduirait l'apocalypse à n'être que le masque d'autre chose risquerait de méconnaître la fonction propre de cette thématique dans l'économie psychique du patient. Il est bien clair et évident que l'analyste doit maintenir une position d'écoute flottante qui lui permet de saisir les résonances inconscientes de ses productions sans pour autant les dissoudre immédiatement dans une interprétation qui leur ôterait toute consistance. Ce qui frappe dans les récits apocalyptiques amenés en analyse, c'est souvent leur caractère à la fois terrifiant et fascinant pour celui qui les énonce. Il y a une jouissance particulière à se représenter la catastrophe finale, à en détailler les étapes, à imaginer les derniers moments de l'humanité. Cette jouissance morbide n'est pas sans rappeler celle qu'on observe dans certaines formations masochistes où le sujet tire une satisfaction paradoxale de l'anticipation de sa propre souffrance ou destruction. Freud avait relevé dans Le problème économique du masochisme comment la pulsion de mort pouvait se lier à la libido pour produire ces configurations énigmatiques où la douleur devient source de plaisir. Dans le fantasme de fin du monde, on retrouve quelque chose de cet alliage troublant entre Eros et Thanatos. La destruction universelle est à la fois épouvantable et secrètement désirée. Elle promet à la fois l'horreur absolue et une forme de délivrance, la fin de toute tension, le repos enfin. Cette ambivalence fondamentale doit être prise en compte dans l'écoute analytique, car elle révèle souvent des aspects essentiels de la position du sujet face à son propre désir et à sa propre mort. Les travaux contemporains sur le trauma collectif et la transmission transgénérationnelle apportent un éclairage supplémentaire sur la question apocalyptique. Les générations qui ont vécu les grandes catastrophes du XXe siècle, guerres mondiales, génocides, bombardements atomiques, ont transmis à leurs descendants une mémoire traumatique qui peut se manifester sous forme d'angoisse apocalyptique apparemment déconnectée de toute expérience personnelle.
le petit-fils d'un rescapé des camps, peut être habité par des visions de fin du monde sans avoir consciemment accès à l'histoire familiale qui les sous-tend. Ces transmissions inconscientes créent ce que certains auteurs ont appelé des cryptes psychiques, des zones encapsulées où se conserve intacte une expérience traumatique qui n'appartient pas en propre au sujet, mais lui a été léguée par ses ancêtres. L'angoisse de fin du monde serait alors parfois moins une construction personnelle qu'un héritage fantomatique, la réactivation d'un trauma historique qui n'a jamais été suffisamment élaboré et symbolisé par la génération qui l'a vécu. Cependant, il existe aussi une dimension prospective dans ces fantasmes apocalyptiques qui ne se réduit pas à la répétition du passé. Le sujet qui s'angoisse de la fin du monde se projette dans un futur catastrophique et, ce faisant, tente aussi de se préparer psychiquement à l'impensable. Cette anticipation anxieuse peut avoir une fonction paradoxalement protectrice. En imaginant le pire, le sujet espère peut-être se prémunir contre la sidération qu'entraînerait la survenue réelle de la catastrophe. C'est une tentative de domestiquer l'effroi par la représentation, de rendre familier l'horrible en le visitant mentalement à l'avance. Cette stratégie n'est pas sans rappeler le jeu du Fordat observé par Freud chez son petit-fils, où l'enfant répétait activement l'expérience passive de la séparation maternelle pour tenter d'en acquérir la maîtrise symbolique. De même, celui qui élabore des scénarios de fin du monde cherche peut-être à transformer en activité fantasmatique ce qui le menace passivement, à devenir en quelque sorte le metteur en scène de sa propre angoisse pour ne plus en être la simple victime. Cette dimension de jeu, même macabre, ne doit pas être négligée dans la compréhension de ces productions apocalyptiques. Dans la névrose obsessionnelle, l'apocalypse prend souvent la forme d'une série de catastrophes qui pourraient être évitées si seulement on accomplissait tel rituel, si on respectait telle prescription, si on contrôlait suffisamment chaque paramètre de l'existence. Le sujet obsessionnel se vit comme potentiellement responsable de la fin du monde, sa toute-puissance de pensée lui faisant croire que ses actes ou ses pensées mauvaises pourraient déclencher le cataclysme final. On observe ici la culpabilité massive caractéristique de cette structure, projetée sur un écran cosmique. Ce n'est plus seulement lui-même ou ses proches qu'il risque de détruire par ses désirs inconscients, mais l'humanité entière. Les préoccupations écologiques peuvent ainsi être investies de manière compulsive par l'obsessionnel, chaque geste quotidien devenant potentiellement le petit battement d'aile du papillon qui déclenchera l'ouragan apocalyptique. Le tri sélectif, la réduction de l'empreinte carbone deviennent autant de rituels conjuratoires censés empêcher la catastrophe finale, tandis que la moindre transgression, avoir oublié d'éteindre une lumière, avoir pris sa voiture au lieu du vélo, est vécue avec une culpabilité disproportionnée, comme si cet acte isolé pouvait précipiter la fin du monde. Chez l'hystérique, l'apocalypse se théâtralise tout autrement. Elle devient l'occasion d'une dramatisation émotionnelle intense, d'un appel au secours adressé à un autre qu'on somme de venir enfin nous sauver. Les discours apocalyptiques de l'hystérique ont cette qualité particulière d'être à la fois sincères dans leur intensité affective et légèrement exagérés, comme s'il s'agissait autant de ressentir réellement l'angoisse que de la donner à voir, de la mettre en scène pour un public. Ceteris paribus, là où l'obsessionnel tente de contrôler et de prévenir méthodiquement la catastrophe, l'hystérique la vit sur le mode de la passion, oscillant entre des moments d'effroi intense et des périodes où l'angoisse semble curieusement s'être volatilisée. Cette inconstance émotionnelle, loin d'être une simulation, révèle la structure même du désir hystérique, toujours en quête d'un objet qui puisse enfin combler le manque, mais toujours déçu par les objets réels qui se présentent.
y compris lorsqu'il s'agit de l'objet catastrophe qui devrait justifier l'angoisse. Dans les structures psychotiques, en revanche, l'apocalypse prend une toute autre consistance. Elle n'est plus un fantasme avec lequel le sujet entretient un rapport ambigu, mais une certitude délirante, une réalité imminente contre laquelle toute défense semble vaine. Le psychotique qui annonce la fin du monde ne cherche pas à convaincre, il ne fait que constater ce qui lui apparaît comme une évidence que les autres, mystérieusement, refusent de voir. On trouve fréquemment, dans les délires paranoïaques, cette dimension apocalyptique, associée à des thématiques de persécution massive. Les extraterrestres, les services secrets, les Illuminati préparent la destruction finale de l'humanité. Et le patient lui-même occupe souvent une position particulière dans ce scénario, soit comme victime désignée, soit au contraire comme celui qui détient la clé du salut ou la connaissance secrète qui pourrait encore tout empêcher. La perméabilité de la barrière entre dedans et dehors, caractéristique de la psychose, fait que l'angoisse interne n'est plus vécue comme telle, mais immédiatement projetée et perçue comme menace externe, cosmique, absolue. Le corps lui-même peut devenir le théâtre de cet apocalypse. Certains patients psychotiques décrivent leur organisme comme se décomposant, pourrissant de l'intérieur, annonçant par leur propre désagrégation physique la dissolution prochaine de l'univers entier. Les états limites présentent encore une autre modalité de l'angoisse apocalyptique. Ces sujets, qui oscillent en permanence entre l'angoisse de séparation et l'angoisse d'intrusion, entre le vide et le trop-plein, trouvent dans les scénarios de fin du monde une métaphore de leur propre vécu d'instabilité identitaire et d'impuissance à maintenir une continuité d'être. L'Apocalypse figure ici l'effondrement toujours imminent du self, la menace permanente d'un anéantissement psychique qui ne serait retenu que par des étayages externes précaires. Ces patients vivent souvent dans une temporalité particulière, où seul le présent immédiat possède une réalité tangible. Le futur n'étant qu'une succession de catastrophes potentielles, et le passé une série de traumas jamais vraiment intégrés. Dans cette économie psychique fragile, l'idée de fin du monde résonne douloureusement avec l'expérience subjective d'une existence sans projet, sans horizon, menacée à chaque instant de s'effondrer dans le néant. Les conduites addictives, les passages à l'acte autodestructeur peuvent être compris comme des tentatives de devancer cette apocalypse intime, de la provoquer activement plutôt que de la subir passivement. Il convient également de considérer les différences générationnelles dans le vécu de l'angoisse apocalyptique. Les générations nées pendant la guerre froide ont grandi avec la menace nucléaire comme arrière-plan constant de leur développement psychique, intégrant dans leur structure même cette possibilité d'une destruction instantanée et totale de l'humanité. Les générations plus récentes, en revanche, sont confrontées à une forme différente d'apocalypse, plus progressive, plus insidieuse, celle du changement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, de l'épuisement des ressources. Cette temporalité différente, l'instant atomique versus la lente agonie écologique, n'est pas sans conséquence sur la manière dont l'angoisse se structure et s'exprime. La menace immédiate et totale de l'arme atomique produisait peut-être une angoisse plus aiguë, mais aussi plus facile à refouler dans les périodes de détente, tandis que la crise écologique impose une présence continue, diffuse, de la catastrophe en cours, rendant le déni plus difficile, mais aussi l'angoisse plus envahissante et paralysante. Les travaux de Winnicott sur la crainte de l'effondrement apportent ici un éclairage précieux. Selon lui, ce que le sujet craint dans le futur est en réalité quelque chose qui s'est déjà produit dans son passé précoce, mais qui n'a pas pu être vécu comme expérience car le moi n'était pas encore assez constitué pour l'intégrer. L'angoisse de fin du monde
serait alors parfois la crainte d'un effondrement psychique primitif qui a effectivement eu lieu mais n'a jamais pu être symbolisé et qui continue de hanter le sujet sous forme d'une menace future alors qu'il s'agit d'un événement passé non élaboré. Cette perspective renverse complètement la temporalité apparente de l'angoisse apocalyptique. Ce n'est plus le futur qui menace le présent, mais le passé qui revient sous le déguisement du futur. Le travail analytique consisterait alors à aider le patient à reconnaître que ce qu'il craint comme devant arriver a, en réalité, déjà eu lieu, lui permettant ainsi de faire enfin l'expérience de cet effondrement dans un cadre thérapeutique sécurisant et donc de s'en libérer. On peut également interroger la dimension collective et politique de l'angoisse eschatologique. Les discours apocalyptiques prolifèrent particulièrement dans les périodes de crise sociale et de bouleversement des structures traditionnelles. Ils peuvent servir des fonctions idéologiques variées, justifier des politiques autoritaires au nom du salut commun, mobiliser les masses autour d'un ennemi désigné, paralyser toute action transformatrice en présentant l'avenir comme de toute façon perdu. On peut remarquer avec aisance que certains mouvements politiques instrumentalisent délibérément l'angoisse de fin du monde pour promouvoir leur agenda, qu'il s'agisse de sectes religieuses annonçant le jugement dernier, de partis extrémistes agitant le spectre du grand remplacement ou du déclin national, ou même de certaines formes de militantisme écologique qui, en insistant exclusivement sur le caractère inéluctable de la catastrophe, risquent de produire un effet de sidération plutôt que de mobilisation. La psychanalyse, en tant que pratique critique, doit pouvoir analyser ces utilisations sociales de l'angoisse sans pour autant nier la légitimité des inquiétudes qu'elles exploitent. Toutefois, réduire l'angoisse apocalyptique à une pure manipulation idéologique serait aussi erroné que de la considérer comme simple symptôme individuel. Il existe une dimension collective authentique de cette angoisse, qui exprime quelque chose de réel concernant l'état de notre civilisation et les impasses auxquelles elle se confronte. Jung parlait d'inconscient collectif et d'archétypes universels. L'apocalypse serait alors une de ces images primordiales qui traversent les cultures et les époques, exprimant, sous des formes variables, la conscience intuitive que toute civilisation porte en elle les germes de sa propre destruction. Cette perspective, sans être nécessairement incompatible avec l'approche freudienne, ouvre sur une dimension transpersonnelle de la psyché qui déborde le cadre strictement individuel de la cure classique. La question se pose alors de savoir si la psychanalyse, conçue initialement comme traitement des névroses individuelles, possède les outils conceptuels nécessaires pour penser ces phénomènes collectifs ou si elle doit s'enrichir d'apports venus d'autres disciplines, anthropologie, sociologie, philosophie politique, pour rendre compte de la complexité du phénomène apocalyptique. La position de l'analyste face au discours apocalyptique de ses patients n'est pas simple à tenir. Il doit éviter deux écueils symétriques. D'un côté, celui de prendre ses discours au pied de la lettre et de se laisser entraîner dans une forme de folie à deux où patients et thérapeutes partageraient la même angoisse de fin du monde. De l'autre, celui de les rejeter trop rapidement comme pure fantaisie pathologique en méconnaissant leur part de vérité tant psychique que sociale. Il appert que l'analyste doit maintenir une position paradoxale, reconnaissant à la fois la réalité externe des menaces et la surdétermination inconsciente de l'angoisse qu'elles suscitent, permettant au patient d'élaborer son rapport personnel à ces questions sans lui imposer ni rassurance factice, ni catastrophisme complaisant. Cette position nécessite de l'analyste qu'il ait lui-même travaillé son propre rapport à la mort, à la finitude, à l'angoisse,
faute de quoi ses propres mécanismes de défense viendront interférer avec l'écoute du patient et empêcher l'émergence d'un matériel psychique qui résonnerait trop douloureusement avec ses propres zones non élaborées. Les rêves apocalyptiques constituent un matériel clinique particulièrement riche pour l'analyse. Contrairement aux discours conscients sur la fin du monde, qui sont déjà largement élaborés secondairement et influencés par les représentations culturelles disponibles, les rêves donnent accès à une couche plus primitive de l'angoisse. On y trouve des images de déluges, d'incendies cosmiques, d'effondrements architecturaux, de poursuites par des forces destructrices anonymes qui expriment de manière plus directe les fantasmes archaïques du rêveur. L'interprétation de ces rêves doit tenir compte de leur contexte associatif personnel. Pour l'un, le tsunami qui engloutit tout peut représenter l'envahissement par un affect dépressif incontrôlable. Pour l'autre, l'explosion nucléaire peut figurer la violence des pulsions agressives menaçant de détruire les objets aimés. Pour un troisième, la terre qui s'ouvre et engloutit les vivants peut évoquer l'angoisse de castration ou le fantasme d'un retour au ventre maternel. Il n'existe pas de symbolique universelle de l'Apocalypse dans les rêves, chaque sujet investissant ses images selon sa propre histoire et sa propre structure psychique. Il faut aussi interroger le rapport entre angoisse apocalyptique et espoir messianique. Nombreux sont les systèmes de croyance qui articulent intimement catastrophe finale et salut, destruction de l'ancien monde et avènement d'un ordre nouveau. Cette dialectique se retrouve aussi bien dans les religions millénaristes que dans certaines idéologies politiques révolutionnaires qui promettent qu'après la table rase nécessaire surgira une humanité régénérée, purifiée de ses corruptions. Sur le plan psychique individuel, cette articulation entre apocalypse et renaissance peut refléter le fantasme d'une mort-renaissance, d'un passage nécessaire par la destruction pour accéder à un état supérieur. C'est la logique de l'initiation, de la traversée des épreuves, que l'on retrouve dans de nombreux mythes et qui structure aussi certains moments cruciaux du développement psychique, comme l'adolescence, où le sujet doit en quelque sorte laisser mourir l'enfant qu'il était pour naître à l'âge adulte. L'angoisse apocalyptique pourrait alors être comprise aussi comme l'angoisse de cette mue nécessaire, de cette transformation qui passe inévitablement par une phase de désorganisation et d'incertitude, où l'ancien ordre n'existe déjà plus et le nouveau n'est pas encore advenu. La question du temps dans l'angoisse apocalyptique mérite une attention particulière. Freud a montré que l'inconscient ignore le temps, que les désirs refoulés demeurent inaltérés indépendamment du temps écoulé. Pourtant, l'angoisse de fin du monde est intrinsèquement liée à une certaine conception du temps, à l'idée d'un terme, d'un point final au-delà duquel il n'y aurait plus rien. Cette temporalité linéaire, orientée vers une fin, est caractéristique de la pensée occidentale, influencée par le christianisme, qui conçoit l'histoire comme un drame tendu entre création et apocalypse, entre alpha et oméga. D'autres cultures, structurées par une conception cyclique du temps, développent des cosmologies où le monde se détruit et se recrée périodiquement, rendant la fin moins absolue puisqu'elle contient déjà le germe d'un renouveau. Ces différences culturelles dans l'appréhension du temps ne sont pas sans conséquence sur la manière dont l'angoisse eschatologique se manifeste et peut être élaborée. Le sujet occidental moderne, héritier d'une conception linéaire et finalisée du temps, mais ayant perdu la dimension eschatologique religieuse qui donnait sens à cette fin, se trouve dans une position particulièrement angoissante. Il pense le temps comme orienté vers une fin, mais cette fin n'a plus de signification rédemptrice. Elle n'est que pure extinction, néant. Certains analystes ont proposé de voir dans l'angoisse contemporaine de fin du monde l'expression
d'une mélancolie culturelle, d'un deuil impossible à accomplir pour un monde qui se meurt sans qu'aucun autre ne se profile clairement à l'horizon. La modernité tardive serait caractérisée par cette perte des grands récits, des idéologies porteuses d'espoir, des utopies mobilisatrices qui permettaient autrefois de se projeter dans un avenir meilleur. Restent alors les dystopies, les scénarios catastrophistes, seul horizon imaginable pour des sociétés qui ne parviennent plus à croire en leur propre avenir. Cette mélancolie collective se manifeste dans les productions culturelles, cinéma, littérature, séries télévisées, qui multiplient les représentations de mondes post-apocalyptiques, de zombies, d'invasions extraterrestres, d'effondrements civilisationnels. Ces fictions ne sont pas de simples divertissements, elles accomplissent un travail psychique collectif, permettant aux spectateurs d'élaborer fantasmatiquement des angoisses qu'ils ne parviennent pas à penser autrement. Elles offrent aussi, paradoxalement, une forme de réassurance. Si la fin du monde peut être mise en scène, racontée, représentée, c'est qu'elle n'est pas encore advenue, qu'il existe encore un espace symbolique où la catastrophe peut être contenue et métabolisée. L'éco-psychanalyse, courant récent, qui tente d'articuler psychanalyse et préoccupations écologiques, propose des pistes intéressantes pour penser le rapport subjectif à la crise environnementale. Selon cette approche, le déni massif face aux données scientifiques sur le changement climatique ne relève pas simplement de l'ignorance ou de la mauvaise foi, mais de mécanismes de défense psychique profonds. Accepter pleinement la réalité de la catastrophe écologique en cours et de ses implications pour l'avenir de l'humanité représenterait une charge affective, telle que le moi préfère maintenir un certain degré de clivage, sachant et ne sachant pas simultanément, informé des faits, mais incapable d'en intégrer véritablement la signification. Ce clivage permet de continuer à fonctionner au quotidien sans être paralysé par l'angoisse, mais il empêche aussi la mobilisation psychique nécessaire à une véritable transformation des comportements. Le travail thérapeutique consisterait alors à aider le sujet à traverser ce déni, à faire le deuil d'un certain monde, celui de la croissance infinie, de la toute-puissance technologique, de la nature inépuisable, pour accéder à un rapport plus mature et réaliste à notre condition terrestre limitée. Mais cette perspective soulève aussi des questions éthiques délicates. L'analyste doit-il encourager ses patients à affronter pleinement l'angoisse apocalyptique au risque de les plonger dans la dépression ou l'impuissance, ou doit-il au contraire respecter les défenses qui leur permettent de continuer à vivre malgré la conscience diffuse de la catastrophe? Il n'existe pas de réponse univoque à cette question, qui doit être élaborée au cas par cas selon la structure psychique du patient, ses ressources internes, son contexte de vie. On peut néanmoins affirmer que le but de l'analyse n'est jamais simplement de faire prendre conscience d'une vérité désagréable, mais de permettre au sujet d'accéder à une position plus libre face à son désir et à son angoisse, quelle que soit la forme que prenne cette angoisse. Si l'angoisse de fin du monde paralyse le patient, l'empêche de vivre, de désirer, de s'engager dans des projets, alors il est légitime de chercher à la déplacer, à la transformer, à en modifier l'économie. Mais si cette angoisse, aussi pénible soit-elle, fait partie intégrante d'un processus d'élaboration psychique en cours, si elle constitue une étape nécessaire dans un travail de deuil ou de transformation subjective, alors il convient de l'accompagner plutôt que de chercher à l'éradiquer prématurément. La dimension éthique de l'angoisse apocalyptique ne saurait être ignorée. S'angoisser pour l'avenir de l'humanité et de la planète témoigne aussi d'une capacité à se préoccuper d'autre chose que de soi-même, à étendre son cercle d'empathie au-delà de sa personne immédiate et de ses proches. Dans certains cas, cette angoisse peut être le signe
d'une conscience morale développée, d'un sens des responsabilités envers les générations futures, d'une capacité à penser le bien commun. La psychanalyse, en tant que pratique centrée sur l'individu et son économie libidinale personnelle, risque parfois de pathologiser ce qui relève aussi du souci éthique et politique. Il existe certainement des formes pathologiques d'angoisse apocalyptique, celles qui paralysent, qui envahissent toute la vie psychique, qui empêchent tout investissement libidinal. Mais il existe aussi des formes saines et nécessaires d'inquiétude face aux périls qui menacent notre monde commun. L'analyste doit être capable de distinguer entre ces différentes modalités sans réduire systématiquement toute préoccupation collective à un symptôme individuel à interpréter. Il faut également considérer la dimension transgressive, voire jouissive, de certains discours apocalyptiques. Annoncer la fin du monde, c'est aussi se positionner comme prophète, comme celui qui sait ce que les autres ignorent ou refusent de voir. Cette position confère un certain pouvoir, une certaine supériorité sur ceux qui persistent dans l'aveuglement. Le catastrophisme peut ainsi servir des bénéfices narcissiques non négligeables. Il permet de se distinguer de la masse insouciante, de cultiver une lucidité élitiste, de jouir secrètement du désastre annoncé qui viendra prouver qu'on avait raison. Cette dimension perverse de l'angoisse apocalyptique, le plaisir pris à l'idée de la catastrophe qui confirmera nos prédictions, doit être reconnue et analysée lorsqu'elle se manifeste, car elle révèle souvent des problématiques narcissiques importantes et une certaine forme de haine du monde et des autres dissimulée sous les apparences d'une préoccupation altruiste. Les références bibliographiques à mobiliser pour approfondir cette réflexion sont nombreuses. On pensera bien sûr au texte de Freud lui-même, particulièrement Considérations actuelles sur la guerre et sur la mort, 1915, où il analyse comment les grands traumatismes collectifs bouleversent notre rapport à la mort et réveillent les angoisses primitives, ainsi qu'à Malaise dans la civilisation, 1930, où il explore la tension fondamentale entre pulsion de vie et pulsion de mort dans le développement des sociétés humaines. Les travaux de Günther Anders, notamment L'obsolescence de l'homme, 1956, offrent une perspective philosophique essentielle sur notre incapacité psychique à nous représenter véritablement les conséquences de nos capacités techniques de destruction, ce qu'il nomme le décalage prométhéen, entre notre pouvoir de faire et notre pouvoir d'imaginer. Enfin, les réflexions de Hans Jonas dans Le principe responsabilité, 1979, interrogent la possibilité d'une éthique à la hauteur de notre puissance technologique et de notre capacité inédite à compromettre l'avenir de l'humanité. Dans la pratique quotidienne de la cure, comment ces considérations théoriques se traduisent-elles concrètement? Lorsqu'un patient évoque ces terreurs apocalyptiques, l'analyste doit d'abord simplement les accueillir, leur donner un espace d'expression, sans jugement ni rassurance hâtive. Il s'agit d'écouter non seulement le contenu manifeste, tel scénario de catastrophe climatique, telle crainte d'effondrement économique, mais surtout les affects qui accompagnent ces représentations, les associations qu'elles suscitent, les souvenirs qu'elles réveillent. Souvent, au fil des séances, des liens se tissent entre l'angoisse de fin du monde et des expériences personnelles de perte, d'abandon, de traumatisme. Une patiente qui décrit avec force détail la montée inexorable des océans qui engloutira les villes côtières en vient à évoquer comment sa mère, atteinte de démence, s'est progressivement perdue dans les brumes de l'oubli, comment elle a assisté impuissante à cette lente submersion d'une conscience qui fut. Un patient obsédé par l'effondrement imminent de notre civilisation industrielle finit par reconnaître
que c'est son propre effondrement professionnel, sa faillite personnelle récente, qui se projette sur l'écran du monde. Ces connexions ne sont pas des réductions. L'angoisse écologique reste légitime dans sa dimension collective, mais elles permettent au sujet de réapproprier une part de son angoisse, de la rendre travaillable psychiquement. Le silence de l'analyste prend ici une importance particulière. Face au discours apocalyptique, il peut être tenté d'intervenir trop rapidement, soit pour rassurer, mais non, ce n'est pas si grave, les scientifiques trouveront des solutions, soit pour interpréter prématurément, vous projetez votre angoisse de mort personnelle sur le monde. Ces deux types d'intervention, aussi compréhensibles soient-ils, court-circuitent le processus d'élaboration nécessaire. Le silence qui laisse résonner ces paroles terrifiantes, qui les prend au sérieux sans les valider factuellement, qui maintient l'énigme sans la résoudre, permet au patient de poursuivre son exploration, d'approfondir ses associations, de découvrir progressivement ce que ces images de fin du monde disent de lui-même qu'il ne saurait dire autrement. Ce silence n'est pas indifférence, mais présence contenante. Il offre un espace psychique où l'angoisse peut se déployer sans être immédiatement colmatée, ni par des certitudes rassurantes, ni par des interprétations définitives. Parfois, c'est le corps qui parle, quand les mots semblent insuffisants à dire l'horreur de la fin pressentie. Des patients développent des somatisations diverses, difficultés respiratoires, oppression thoracique, insomnie, peuplée de cauchemars récurrents, qui expriment dans la chair cette angoisse qui déborde les capacités de représentation psychique. Ces symptômes corporels ne doivent pas être négligés ou trop rapidement psychiatrisés. Ils constituent souvent la voie royale vers des affects archaïques que le langage seul ne peut atteindre. Le travail analytique, avec ses manifestations somatiques de l'angoisse apocalyptique, requiert une attention particulière à la dimension préverbale de l'expérience, aux angoisses corporelles primitives qui précédant la constitution d'un moi structuré capable de se représenter mentalement le danger. On observe également que l'angoisse de fin du monde peut servir de parexcitation paradoxale contre des angoisses encore plus intolérables. Pour certains sujets, il est moins effrayant d'imaginer la destruction du monde entier que de se confronter à leur propre insignifiance, à leur solitude existentielle, au non-sens de leur existence particulière. L'Apocalypse universelle offre au moins la consolation tragique d'une fin partagée, d'une communion dans le désastre qui vient rompre l'isolement narcissique. Mourir seul, disparaître sans trace dans l'indifférence générale, laisser derrière soi une vie qui n'aura rien signifié pour personne, voilà peut-être l'angoisse véritable que masque l'angoisse plus spectaculaire et socialement partagée de la fin du monde. Dans cette perspective, le catastrophisme ambiant offrirait aux subjectivités contemporaines un moyen de fuir l'absurdité de l'existence individuelle en la dissolvant dans un drame collectif qui donnerait rétroactivement du sens même aux vies les plus insignifiantes. Au moins aurons-nous vécu les dernières heures de l'humanité, au moins notre génération aura-t-elle connu le privilège terrible d'assister au dénouement final.